Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À tous ceux qui disent que je ne sors jamais parce que je travaille tout le temps et que je passe à côté des beaux spectacles dont Paris est si prodigue, je voudrais répondre qu'il m'arrive à moi aussi d'être enthousiasmé par une création à la mode. Et pas plus tard que la semaine dernière, au théâtre du Petit Montparnasse, j'ai vu avec quel plaisir l'évocation pétillante et pétulante en kaléidoscope de la biographie de notre regretté Arletty, une sorte de spectacle biographique musical intitulé « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?» Spectacle musical certes, mais aussi historique et fantaisiste, à la fois biographique et philosophique, bref, un spectacle total, avec dans le rôle titre une Élodie Menant plus vraie, plus gouailleuse, plus énergique et plus touchante que nature. Elle est avec Éric Bu, l'auteur de ce biopic, comme on dit, interprété autour d'elle par Céline Esperin, Marc Pistolesi, Cédric Révolon et Mehdi Bourayou. Voilà pour la distribution. Alors, dans le sillage brillant, étoilé d'Arletty, sorti de la zone pour enflammer le Paris des années folles, avec son accent parigot à couper au couteau et son esprit des faubourgs, qu'on pourrait dire lui à couteau tiré, on redécouvre la condition ouvrière à la belle époque, pas si belle pour tout le monde. On redécouvre les misères de la Grande Guerre et l'emballement du musical après-guerre. Ça a été quelque chose d'extraordinaire que toute cette culture du musical. Et puis la poésie d'un cinéma réaliste qui permet de ressusciter. Et c'est une des grandes réussites de ce spectacle. Michel Simon, Jean Gabin, Jacques Prévert, Marcel Carnet, Louis Jouvet et tous les autres. Rassurez-vous, on la revit aussi, la scène célèbre du canal Saint-Martin dans Hôtel du Nord, avec la célébrissime réplique de l'atmosphère. Vous savez, atmosphère, atmosphère. On revit aussi, et c'est plus saumâtre, les ambiguïtés d'une occupation allemande qui devait coûter très cher à Arletty et atteindre en plein vol une carrière qui, d'une certaine manière, ne s'en est jamais remise. Imaginez, nous sommes à la fin du mois d'août, 22-23 août 1944, partout dans Paris, des coups de feu. Depuis quelques jours, les rues de la capitale sont le théâtre de combats entre des résistants, et notamment les membres des forces françaises de l'intérieur, les FFI, et les Allemands qui occupent Paris, bien sûr. Les secouristes de la Croix-Rouge et de la défense passive ramassent les morts et les blessés, alors que certains résistants récupèrent sur les cadavres des soldats allemands tombés à terre les armes qui vont pouvoir resservir. Et la rumeur court que les Alliés sont dans le sud de Paris, la libération approche, et déjà certains se mettent à traquer ce qu'on appelle bien sûr les collabos. Collabos réels ou supposé. Le premier de ceux qui sont visés par la vindicte populaire, à tout seigneur, tout honneur, si je puis dire, c'est Sacha Guitry. Il faut vous dire que juste avant qu'on vienne l'arrêter chez lui, dans son hôtel particulier de l'avenue Élysée-Reclus, Sacha Guitry s'était entretenu au téléphone avec cette amie qui, elle aussi, refusait de quitter Paris malgré la situation. La sienne étant d'ailleurs particulièrement critique puisqu'elle avait vécu pendant plusieurs mois avec un officier de la Luftwaffe et que son nom était dans la liste des condamnés à mort pour fait de collaboration quand même. L'ami en question, c'est évidemment Léonie Batia. Léonie Batia qu'on connaît beaucoup mieux sous le nom d'Arletty. Les fenêtres d'Arletty, dès le 20 août 1944, elle habite à l'époque dans un très bel appartement qui se trouve sur le quai de Conti. Ces fenêtres ont été mitraillées, alors elle est allée se réfugier chez un ami, rue Fontaine, et c'est de là qu'elle a téléphoné à Sacha Guitry, le 23 août. Elle s'est réfugiée dans pas mal d'endroits différents, mais finalement, c'est à l'hôtel Lancaster, à 2 pas des Champs-Élysées, qu'on est venu arrêter Arletty. Et là, il va falloir qu'elle s'explique notamment sur les liens un peu trop étroits qu'elle a entretenus avec certains Allemands, et notamment avec un d'entre eux tout particulièrement. Elle va être envoyée à Drancy, et puis quelques jours plus tard, on la mettra à l'isolement sur l'île de la Cité. Elle doit trouver bien amère, Arletty, cette conclusion d'un parcours qui pourtant jusque-là avait été un parcours sans faute, extraordinaire, une sorte d'irrésistible ascension. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle était née dans la misère, la petite Léonie Batia.
Il faut l'imaginer grandissant dans un très modeste appartement de Courbevoie. Son père est ajusteur, sa mère est une lingère. On voit très bien dans le spectacle d'Élodie Menand, d'ailleurs, on voit à quel point la condition de ces ouvriers de l'époque est très dure. Cette femme se bat littéralement pour survivre. Et d'ailleurs, les deux parents, le père et la mère, sont souvent en conflit. Il faut dire que le père boit beaucoup. Elle a une relation très, très forte avec son père, Léonie. Elle le dira d'ailleurs dans une interview qu'elle avait donnée en novembre 1961. Je la cite, elle disait « Il m'impressionnait pour tout. Par son flegme, je suis comme mon père finalement, je suis athée comme lui, disait-elle. Il n'a jamais voté, moi non plus. J'ai été élevé très librement. Il était chef de dépôt, des tramways de Paris. Nous habitions dans le dépôt à Courbevoie, et c'est là, à Courbevoie, que je l'ai pris, ce fameux accent. Oui, ce fameux accent qui va la rendre par ailleurs assez vite très célèbre. La relation est donc forte avec le père, qui l'appelle mon petit gars, et qui lui dit qu'une femme, quoi qu'il arrive, doit pouvoir s'émanciper, doit pouvoir être indépendante et autonome. Et ça va la nourrir, ça, bien entendu. Ce père meurt alors qu'elle est encore très jeune. Lui-même, d'ailleurs, est bien jeune. Il meurt en 1916, c'est-à-dire l'année même où la jeune Léonie va perdre son tout premier fiancé, qui meurt qui meurt au champ de bataille. Et elle va rester avec cette mère tellement présente depuis toujours. Cette mère très aimante, c'est vrai, mais d'un caractère difficile, très fort, très emportée. Léonie va se battre contre cette mère. Elle veut, découvrir le music hall. Évidemment que maman n'est pas d'accord. Plus tard, elle va vivre avec un armateur juif et sa mère est très anti-dreyfusarde, pour ne pas dire antisémite. Elle ne comprend pas ça non plus. D'ailleurs, un soir, il y a une violente dispute entre elles et Léonie lance à sa mère « Mais moi, je veux pouvoir sortir de là où on est ». Plus tard, quand sa mère va mourir, les deux femmes se retrouveront un peu tard, si je puis dire, et Arletty éprouvera beaucoup de culpabilité. Ça aussi, on le voit bien dans le spectacle. Alors, évidemment que les débuts d'Arletty ont été tonitruants, il faut le dire. Elle a un physique extraordinaire, elle a même été mannequin. Elle a été mannequin à une époque chez le grand couturier Paul Poiret. Ça ne s'est pas passé très facilement d'ailleurs, mais elle avait tout pour être mannequin. C'est lui d'ailleurs qui va lui demander de trouver un autre prénom que Léonie. Elle choisit Arlette en référence à l'Arlette du Mont Oriol, vous savez, de Maupassant. Elle est très sûre d'elle, elle part avec des amis alors que Paul Poiret lui propose de faire un défilé, mais peu importe, elle veut croquer la vie, littéralement. Poiret sera très, très choqué par cette histoire, il veut plus la voir. Et puis finalement, il se dit que finalement il pourrait la revoir. Bref, la voilà qui entre au théâtre, elle passe des auditions pour une revue. On la retient d'abord comme figurante et puis très vite on va lui donner des petits rôles. C'est là qu'on ajoute un Y à Arlette et qu'Arlette devient Arletty. Un énorme succès au théâtre. Elle va jouer par exemple au Bonheur des Dames avec Michel Simon qui est son partenaire favori plus de 500 fois. Et puis elle va arriver au cinéma bien entendu et jouer sous la direction du célèbre Marcel Carné. C'est la grande époque de cette poésie, de ce cinéma poétique et réaliste, vous savez. Elle va aussi devenir l'amie improbable du roi de Paris, de Sacha Guitry. Je dis improbable parce que, évidemment, c'est l'esprit qui les réunit, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les airs de très grands bourgeois de Guitry tranchent sur la gouaille ouvrière de celle qui est encore, d'abord et avant tout, une chanteuse de cabaret. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, elle fait partie maintenant, dans les années 30, du tout Paris, cette Arletty devenue la grande amie de Sacha Guitry. Elle vit avec un riche homme d'affaires, Jean-Pierre Dubost. Elle a les meilleures places à l'opéra. Elle soupe chez l'industrielle Helena Rubinstein plus souvent qu'à son heure. Elle se rend aux réceptions de la marquise de Polignac. Elle rencontre Pierre Laval, d'abord ministre de l'Intérieur, puis des Affaires étrangères, en attendant, en 1935, de devenir président du Conseil. Et puis, lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle fait tellement partie de Paris qu'un peu à la manière de Sacha Guitry, elle va refuser de s'en aller. Il y a beaucoup de comédiens qui sont partis et de réalisateurs, vous savez, des gens comme Max Ophuls, René Clair, Jean Renoir, Julien Duvivier pour ce qui est des réalisateurs, et puis bien sûr Michel Morgan, Jean Gabin, la fabuleuse Françoise Roset, etc. Même Louis Jouvet va partir en Amérique du Sud, etc. Mais il y en a qui restent à Paris. On parle toujours de Pierre Freinet, de Charles Vanel, de Fernandel, de Madame
d'Aden Renaud et de Jean-Louis Barrault, bien sûr, de Rému, de Daniel Darieux, bien sûr, et donc d'Arletty, qui continue à animer le Paris de l'occupation. Après être allée se réfugier à Dax, puis être passée par Bordeaux et Perpignan, eh bien, elle revient à Paris. Oh, dira-t-elle, quand j'ai vu la croix gammée rue de Rivoli au ministère de la Marine, ça m'a foutu un coup. Ça, c'était le coup à l'estomac. Où en était notre pays? J'ai dû aller prendre un coup de rouge, dit-elle. Elle s'installe dans un hôtel à 2 pas des Champs-Élysées, puis dans un très bel appartement, donc en plein cœur du quartier latin, au 13 du quai de Conti. Elle refuse, disons-le, c'est important, tous les films de la firme franco-allemande, vous savez, la Continentale. Mais ça n'empêche pas de continuer à jouer, bien entendu, notamment à tourner sous la direction de Marcel Carné en 1942 dans Les Visiteurs du soir, où elle est aux côtés d'Alain Cuny, de Jules Berry, bien entendu, d'une jolie débutante aussi qui s'appelle Simone Signoret. Et puis 1 an plus tard, elle va tourner un autre film de Carnet, Les Enfants du Paradis. Un film qui se passe, vous savez, au 19e siècle, sous les règnes de Charles X et de Louis-Philippe, sur le boulevard du crime. Alors il y a là, bien sûr, Jean-Louis Barrault, Arletty joue Garance, Pierre Brasseur et Frédéric Lemaître. Voici ce que donne leur dialogue absolument inoubliable. C'est peut-être vous que j'entendais. Déjà? Mais pourquoi pas? Je vous voyais sans doute dans mes rêves. Ne souriez pas. Aujourd'hui, en me jetant cette fleur, peut-être m'avez-vous réveillé pour toujours. Quel drôle de garçon vous faites. Comme vous êtes belle. Je ne suis pas belle, je suis vivante, c'est tout. Vous êtes la plus vivante. Jamais je n'oublierai cette nuit. Et la lumière de vos yeux. Oh, la lumière, une petite lueur, comme tout le monde. Tenez, regardez. Les petites lueurs. Les petites lumières de Ménilmontant. Les gens s'endorment et s'éveillent. Ils ont chacun cette lueur qui s'allume et qui s'éteint. C'est peu de choses, tout ça. Quand je pense que je ne peux même pas reconnaître la chambre où j'habitais avec ma mère quand j'étais petite. Vous habitiez Ménilmontant? J'y suis née. Et j'y ai vécu heureuse. Très longtemps. Très heureuse. Pourtant, ma mère était pauvre et mon père l'avait quittée. Elle travaillait chez les autres, blanchisseuse. Elle m'aimait et je l'aimais. Elle était belle, elle était gaie. Elle m'a appris à rire, à chanter. Et puis elle est morte. Il y a quelque chose de très autobiographique dans ces mots que Jacques Prévert a mis dans la bouche de Garance, évidemment d'Arletty, et c'est bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est Pierre Brasseur qui lui donnait la réplique. Alors, c'est la guerre, bien entendu, ça n'empêche pas Arletty et son vieil ami Sacha Guitry de continuer à se voir dans toutes sortes de réceptions mondaines, bien entendu. Ils se retrouvent notamment au soir de l'inauguration en mai 42 de l'exposition des colossales, les sculptures d'Arnaud Brecker à l'Orangerie. Sacha Guitry glisse à l'oreille de Jean Cocteau à l'occasion de cette inauguration. Ah, si toutes ces statues entraient en érection, on ne pourrait plus circuler. C'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont musculeuses, les statues d'Arnaud Brecker. Et c'est lors d'une de ces mondanités qu'Arletty va rencontrer un jeune officier allemand. Il est très beau, il a les yeux bleus, il a 10 ans de moins qu'elle, il s'appelle Hans-Jürgen Söring, et c'est un véritable coup de foudre. Söring va vivre une aventure extraordinaire avec Arletty pendant quelques mois, et puis en 43, le voilà qui est affecté à un autre front, et le 13 octobre, Arletty reçoit à ce moment-là un appel de Guitry. Guitry lui annonce que l'écrivain juif Tristan Bernard a 77 ans à l'époque, il a été arrêté avec son épouse, arrêté par la Gestapo à Cannes, et voilà, parce que on est au lendemain, bien sûr, de l'invasion de la zone libre, et ils ont été internés à Drancy. Voici ce qu'écrit Sacha Guitry dans ses mémoires. Le lendemain même, je téléphonais à monsieur le ministre Schleyer à l'ambassade d'Allemagne pour lui demander un rendez-vous. On me répondit que monsieur Schleyer ne viendrait pas à son bureau ce jour-là et l'on me donna son numéro de téléphone personnel. Un instant plus tard, je l'avais à l'appareil et lui demandais si pour une raison grave urgente, je pouvais me permettre de me présenter à lui dans la journée. Sa réponse fut affirmative, encore qu'il me parut surpris de ma demande. Je venais en effet de m'inviter à une réception qu'il donnait chez lui ce jour-là. C'est par un coup de téléphone de mademoiselle Arletty que je fus informé
dîner vers 1h de l'après-midi. « Veux-tu que nous y allions ensemble ?» me dit-elle. « D'autant plus volontiers, répondis-je, que je vais lui demander la libération de Tristan Bernard, et plus nous serons, mieux ça vaudra. » M'adressant au ministre, je lui tinte exactement ce langage. « Monsieur le ministre, vous avez arrêté Tristan Bernard, je ne puis tolérer la pensée qu'un homme pareil soit en prison. Je viens de m'offrir à vous comme otage et vous demande l'autorisation de prendre sa place. » En fait, Arletty va beaucoup aider à cette affaire et dès le lendemain, Tristan Bernard et sa femme sont libérés. C'est un beau geste. Est-ce que ça va suffire, ça, au moment de la libération ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, en août 44, libération de Paris, arrestation d'un certain nombre de personnalités considérées comme collaborationnistes. Arletty en fait partie. Elle a choisi de rester à Paris. Alors, elle se défend bec et ongles. Elle explique qu'elle n'a jamais travaillé pour les Allemands. On l'a vu dans 6 films pendant l'occupation, mais jamais dans un seul film de la Continentale. Bref, ça l'empêche pas d'avoir eu cette liaison affichée, connue de tous, avec ce jeune officier allemand. Arletty devient, si vous voulez, un peu le symbole de ce qu'on appelle la collaboration horizontale qui va conduire à ce déferlement de haine à l'égard de certaines femmes dont certaines, vous savez, seront tondues. Alors, Arletty échappe, j'allais dire, évidemment à ce type de violence, mais elle n'en est pas moins placée au dépôt. C'est compliqué pour elle de vivre à Drancy, entre parenthèses, exactement dans les murs qui avaient été ceux de tant et tant de personnes qui partaient pour la déportation quelques mois plus tôt seulement. Arletty, qu'on appelle désormais de son vrai nom Léonie Batia, est donc interrogée. Alors vous connaissez certaines de ses réponses archi-célèbres. Elle avait dit à propos des Allemands, il y avait qu'à pas les laisser entrer, avait-elle dit, oui. Mais il y a des mots plus utiles, si je puis dire, et qui nous informent davantage. Voilà, je cite un extrait de sa déposition du 21 octobre 44. « Je précise, dit-elle, qu'aucun des films dans lesquels je figurais n'a été projeté en Allemagne. À un moment donné, M. Otto Abetz, qui m'avait été présenté par les Chambrun, parce que c'est vrai qu'elle était proche de René de Chambrun, ça n'a pas aidé son cas, m'a demandé de quitter Paris pour Baden-Baden. J'ai catégoriquement refusé, lui disant que j'étais parisienne et disant que j'aimais mieux Paris à Baden-Baden. Je lui ai également fait connaître que ce qui m'intéressait était d'ordre sentimental et n'avait rien à voir avec la politique. Outre mon amant, je n'ai jamais fréquenté d'autres Allemands, ne leur ai rien demandé, pas plus d'autorisation de circuler que d'autorisation de me servir de ma voiture pendant toute la durée de l'occupation. Moi, dit-elle, je circulais à bicyclette. Bon, finalement, après pas mal de rebondissements, le comité d'épuration va rendre un verdict en 1946 seulement. Arletty écope quand même d'un blâme, assorti d'une interdiction de travailler pendant 3 ans. Et ça va être très difficile parce que, disons les choses honnêtement, elle ne s'en remettra jamais véritablement de cette affaire. Et puis, elle va se brouiller avec Sacha Guitry parce que lorsqu'il écrira lui-même tout ce qui s'est passé, vous savez, ce qu'il racontera sa propre occupation, si je puis dire, ça s'appelle 4 ans d'occupation avec un S, le livre de Sacha Guitry, il omettra de citer Arletty dans l'épisode célèbre de la libération de Tristan Bernard, ce dont elle sera furieuse. Il lui a envoyé le livre, et vous savez, elle lui retourne le livre avec écrit « Le roman d'un tricheur », allusion au célèbre... Les mémoires, d'un tricheur, allusion au célèbre roman de Sacha Guitry, le roman d'un tricheur qui était devenu un film célèbre. On a demandé, dans les années 1960, à Arletty si elle avait à revivre sa vie, quel épisode elle effacerait de sa vie. Rien, répond-elle, rien. Je gommerai rien. Tout pareil, toute ma vie, je la revivrai de la même façon. Moi, j'ai peur des rats, j'ai pas peur des hommes, dira-t-elle. Ce sera son credo, d'une certaine manière, jusqu'à sa mort. Assez récente, somme toute. On a oublié qu'Arletty, qui était devenue aveugle et qui a passé une fin de vie bien triste, même si elle avait à ses côtés Jean-Claude Brialy pour l'aider notamment. Arletty n'est morte qu'en 1992.